Bonsoir et bienvenue dans ONA, la chaîne où on parle des films qu'on a vus. Et aujourd'hui, avec mon ami Otus, on a vu Blade Runner 2049. Oui. J'ai voulu te faire peur, ça n'a pas marché. Désolé, je suis trop stoïque. Bonsoir DL. Du coup, ouais, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, qui nous vient du Québec. Et c'était plutôt bien, 2h40, ça peut paraître long, mais c'était plutôt efficace. Et Ouais. là, on est resté dans le rythme et tout. Cher DL, qu'en as-tu pensé? J'en ai pensé plein de bonnes choses, ma foi, même si pas que. Ça m'aurait étonné. Soyons... voilà, on va pas faire non plus, voilà. Déjà, à la base, avant qu'on commence à avoir des détails sur le film, j'étais assez inquiet. Parce qu'une suite de Blade Runner, déjà, pourquoi surtout dans un... Bah, ça n'appelait pas forcément. Bon, Sur- c'est un univers Oui, exploitable. c'est un univers cool, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une période où Ah oui, on recycle la pop culture des décennies passées pour se créer notre propre pop culture. mais Et ça a tendance un peu à me casser les couilles. je comprends. Mais derrière, aujourd'hui on voit qu'il y avait une vraie démarche. Et il y a Denis. Et je rajoutais même que du coup, même si c'est forcément mieux d'avoir vu le premier, c'est un film qui se regarde indépendamment du premier. Ouais, il est pas dans la démarche de « Eh, vous vous souvenez du film que vous aimiez quand Voilà. vous étiez ado? Regardez, on refait pareil !» C'est pas qu'une suite qui vient faire des références et c'est en ça que c'est... Après, évidemment, Intéressant. si on a vu le premier, c'est plus intéressant, Ah parce oui, qu'évidemment le film, C'est même nécessaire limite. Hein. il fait écho, même si le film se tient en lui-même, mais en termes de thématique, et Oui. visuellement aussi, le film fait écho au précédent. Oui. D'ailleurs, visuellement pardon, un truc super cool, c'est que bon, le film se passe une trentaine d'années après le premier, donc on est un peu dans un décalage en temps réel par rapport aux dates de sortie. Mhm. Et du coup, en termes d'univers, c'est pas un futur tel qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, c'est vraiment le futur du futur qu'on imaginait dans les années 80. Avec tout ce que ça Ah, implique oui. en termes de technologie analogique, voilà, des écrans cathodiques. On garde cette esthétique un peu. Ça fait vraiment Une ligne... une homogénéité Ouais. entre les deux films, sans avoir ce qui peut choquer, par exemple, puisqu'on parle de Ridley Scott dans Ah. Alien, où les premiers Aliens, voilà, c'est des petites diodes tutut rigolo, alors que dans les préquels, c'est des Dans trucs oui, ultra Prometheus, technologiques. Oui, là, Ça fait un choc un peu. et en plus, ça respecte donc du coup la référence qu'est Blade Runner et l'univers en reprenant donc ces technologies. Mhm. Et ça les remet un tout petit peu au goût du jour. Bon, après, c'est 35 ans après, donc c'est... Ouais, forcément, il y a eu une petite évolution. Voilà, ça les révolutionne un petit peu, avec un petit peu plus de modernité, mais tout en restant avec cette patte un petit peu grisâtre à l'ancienne, Oui. un peu... Ouais, comme Très tu dans disais, l'esthétique du cyberpunk qu'on imaginait justement. Ouais. Enfin, toute la vague cyberpunk a inspiré Blade Runner tout simplement. Et il respecte complètement cet héritage-là en montrant tout simplement que c'est un digne héritier du premier Blade Runner, quoi, tout simplement. Exactement. Et puisqu'on parle d'héritage, c'est aussi un des thèmes forts du film, des thèmes principaux d'héritage de symboles. On peut y Ouais. voir un côté un peu méta où le film parle aussi de son statut tout simplement d'héritier à Blade Runner et de toute la vague qui a hérité de Blade Runner. Ça reste un des points forts du film vis-à-vis de différents personnages, dont le personnage principal incarné Ah par oui. Ryan Gosling, mais que aussi au Je niveau... pensais à ça je me dis comment on va faire sans spoiler en fait. Mais oui, oui. Ouais, mais aussi au niveau global, au niveau de la civilisation. Parce que vous le savez peut-être si vous avez vu du coup les courts-métrages qui précédaient la sortie du film, qui introduisaient l'événement qui s'appelle le Blackout, qui est en gros, bah, comme son nom l'indique, un blackout, Un blackout. où, bien vu, où du coup toute l'humanité, en tout cas tout le peuple terrien, parce que dans le monde de Blade Runner, Oui. il y a beaucoup d'humains qui sont partis dans les colonies qui ont la belle vie. En gros, la Terre, c'est C'est un peu comme Wall-E, pour faire qu'un Ouais, comparaison. ouais, mais c'est plus genre le c'est dernier l'endroit de la loose, endroit, quoi, ouais. Ouais, voilà. C'est les bouseux qui restent sur Terre, les bouseux et les androïdes, les réplicants. Et du coup, ouais, ce blackout, ils le disent comme ça dans le film, ça a provoqué en gros une perte de mémoire à l'échelle d'une civilisation. Ce qui est un truc ouf. Et je trouve que d'ailleurs le film l'exploite pas assez, enfin, l'exploite peu. Ah, Ça sert juste le contexte. Oui, on parle pas assez de ce blackout. Voilà, Il n'y a après- pas vraiment d'explication Ouais, concrète. on sait pas, bah, apparemment À c'est part les traité dans courts-métrages, les du coup, c'est courts-métrages. dommage, Ouais, autant c'est le mettre dans le dommage. film. Après, je dis c'est gênant parce que évidemment on est toujours curieux d'informations concernant des événements aussi intéressants, mais à côté de ça, c'est pas le cœur du film. C'est vraiment un film qui est centré Ah. sur ses personnages, Carrément. qui évoluent dans cet univers qui est cool, mais les thématiques principales du film sont ancrées dans les personnages et c'est pas un film qui cherche à nous
faire voyager dans l'univers. Non, pas du tout. C'est comme dans le premier Et- Blade Runner, on mentionne juste les colonies, tac tac, mais c'est vraiment l'histoire d'une enquête Et de personnages et de ce que ça implique pour ces personnes. Ce qui n'empêche pas de voyager dans l'univers de Blade Runner, dans le Complètement. sens où Denis Villeneuve et donc le directeur de photographie Roger Deakins reprennent une esthétique complètement similaire au premier Blade Runner, normal, c'est pour, une suite. pour Los Angeles. Voilà, mais avec une image et une photo mais impressionnante, les visuels sont ouf. Des jeux de lumière, la lumière, rien que des cadrages aussi qui sont Ouais, les cadrages, limite un côté Wes Anderson parfois ouais, dans le côté symétrique. carrément. Moins coloré du coup, mais mais qui des fois même, je pense, ont des sens qu'on maîtrise pas. Genre moi il y a des trucs peut-être pas dès le premier visionnage. Mais... Ouais, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il veut nous dire dans son cadrage. Oui, il y a j'ai des trucs pas qui encore caractérisent les personnages aussi dans la façon Ouais, voilà. dont c'est filmé, dont c'est montré et tout. Ouais. Et la couleur aussi, qui a une importance. Enfin, je veux dire, c'est pas juste une couleur pour. Surtout que par rapport au. Pardon d'avoir coupé. Non, vas-y, vas-y. Par rapport au premier Blade Runner, il y a beaucoup plus de teintes et de couleurs Oui. différentes. Exact. C'est quelque chose qui. Ce que j'allais dire. Parfait. Qui, à mon sens, rythme mieux le film. Parce que, mine de rien, on garde encore cette architecture très lente du premier Blade Runner, avec une enquête qui avance pas par pas et pas mal de scènes qui traînent un peu pour montrer l'univers. Sauf que dans le premier Blade Runner, C'était chiant. c'était dans le même univers et Et c'était chiant. c'était long. C'était chiant. C'est son droit. Non, en vrai, oui. Non, Non, mais oui, c'était un peu chiant à regarder la première fois. Des fois, c'était mais... un peu longué pour être longué, je trouve. À la Ghost in the Shell. Je trouvais Ghost in the Shell pire à ce sens-là, même si l'animé, même si ça faisait plus sens ce qu'il montrait par rapport aux thématiques du métrage. Et j'ai moins ressenti ça dans Blade Runner, c'était juste parce que des choses m'ont échappé, ce qui est plutôt probable. Et du coup, ouais, dans Blade Runner 2049, je trouve que ça rythme mieux parce que tout simplement le film nous fait plus voyager littéralement en gros. Ouais. Oui, quand ils vont à Las Vegas. Voilà, ce qu'on a vu dans les bandes annonces et les premiers visuels vachement orange, de couleurs très fortes, très vives, où les persos se confondent dans l'éclairage, dans la lumière naturelle du décor, et qui sont des séquences que je trouve vraiment sublimes visuellement. Enfin, toute cette partie à Las Vegas, elle m'a vraiment bluffé. Et il y a d'autres moments comme ça où rien que l'introduction du film, ça surprend un petit peu quand on sort du premier Blade Runner, parce qu'on se retrouve dans une lumière très blanche, et ça surprend un petit peu au début, parce que on n'a pas eu l'habitude de voir ce genre de décor dans le premier. Mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est surprenant, mais ça, comme tu disais, le premier Blade Runner restait sur des teintes de mémoire un peu grises et dorées jaunes, marronasses un petit peu, alors que là, on part sur du et orange. noir avec des teintes de néon. Ouais, voilà, mais là, on part sur du orange, du bleu, du blanc. On garde aussi le gris de la ville, forcément, Los Angeles. Beaucoup de orange, ouais. Mais en fait, ça n'empêche pas que ce soit complètement homogène et que même si on a beau voyager, qu'on sort de Los Angeles pour aller à Las Vegas et tout, le film en soi est extrêmement homogène et... Oui, il se tient, c'est tangible. Ouais, voilà, en fait. Je sais pas quoi rajouter d'autre, en fait. D'autant qu'en plus, dans l'évolution de l'histoire, le film arrive aussi à se rythmer par son visuel, à raconter des choses par son visuel, par la façon dont il met en scène les personnages, dont il les fait interagir. Une scène notamment que j'ai trouvé assez ouf, deux scènes même, qui sont assez ouf. Une avec Ryan Gosling et Harrison Ford, spoiler, il y a Harrison Ford. Quand il... Wow, attends. Et où ils se retrouvent justement à Las Vegas, et une sorte de confrontation où il y a un jeu de lumière fabuleux, où il y a un jeu aussi sur la nostalgie. D'ailleurs, c'est assez ouf que toute cette séquence, enfin tout ce qui entoure. Parle pas de la musique. Non, mais tout ce qui entoure le personnage de Descartes, du coup, donc l'icône nostalgique de Blade Runner, soit dans un décor qui pue la nostalgie. Oui, et même parce que il y a un jeu avec de la musique aussi, qui est très saccadé, et le chanteur qui est utilisé est une icône. Oui, voilà, c'est ça. Il y a ce côté, icône aussi qui joue vachement là-dessus, qui est assez bien géré. Et une autre scène que j'ai trouvé assez ouf aussi, celle avec Ryan Gosling et les deux personnages féminins. Oui. Ana de Armas et Mackenzie Davis, deux excellentes actrices. Je connais plus Mackenzie Davis de Black Mirror, San Junipero, mention spéciale à cette actrice qui est merveilleuse, si tu nous regardes. Et cet épisode. Et Ana de Armas qui est une révélation. Ouais, que j'ai complètement découvert et qui est dans son rôle parfaitement.
Et il y a une scène d'amour, alors je vais pas rentrer dans les détails, Ouais. mais ça m'a fait beaucoup penser aux thématiques de Her, du coup, à ce côté un peu technocrate, qui est mis en avant par ce personnage justement féminin et sa relation avec Ryan Gosling. Et visuellement, la façon dont c'est montré et mis en scène... Ouais, et c'est dommage, on peut pas vraiment spoiler. Non, enfin, Non. c'est une des scènes les plus marquantes que j'ai vues cette année, quoi. Ouais. C'est parce que c'est ouf visuellement, c'est ouf thématiquement, et c'est lourd. C'est beau en plus. Et Enfin, c'est à la fois lourd aussi beau pour les et persos. ultra vieux. Enfin, c'est. Je sais pas, c'est horrible de pas Ouais, pouvoir en de parler rester sans assez spoiler. vague. Mais en gros, il faut partir du principe que les personnages, de ce qu'on voit, ressentent des choses extrêmement lourdes, extrêmement pesantes, et à la fois quelque chose de beau et de puissant. En Et fait. en même temps, il y a un blocage. Ouais, il y a. Et du coup, ouais, ça rejoint vraiment ce qu'on avait retrouvé dans Her et qui m'avait pas mal choqué aussi, et pas mal marqué. Là, on est en plein dans ça, et je trouve d'ailleurs justement que heureusement qu'il y a ce personnage donc de Joy incarné par Ana de Armas. Ana de Armas. Désolé, j'ai mal fait mes devoirs. Ce personnage féminin de Joy, du coup, qui est en gros une compagnonne holographique d'amour, du coup, qui n'a pas de corps tangible et qui sert un peu de rattachement émotionnel au personnage de Ryan Gosling. Donc c'est vraiment elle, je trouve, qui englobe la thématique de la technocratie vraiment qui gère ce monde. Alors qu'à côté, il y a aussi le personnage de Wallace, Jared Leto, exceptionnel, qui est donc le personnage qui crée les réplicants en service à cette époque-là. Et je trouve que ce personnage et ce qu'il incarne, ce qu'il dégage, est un peu sous-exploité. Mais alors, je pense que c'est limite suffisant. J'adore Jared Leto. Bon, au-delà de ça, j'aurais aimé le voir plus. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant pour le propos du film. Je sais pas si ça tease de la suite à tout ça. J'espère que non, parce que je pense que ça gâcherait beaucoup de choses. Ouais, il n'y a pas besoin d'y revenir, voilà. C'est tellement ouf ce qu'ils ont réussi à accomplir. Même s'il y a l'univers est exploitable et il y a plein d'autres thèmes à aborder ou même à encore plus surtout aborder. Là, pour le coup, il y a des événements qui amènent à voir ce qui se passe après, plus que dans le premier. Ouais. Oui, carrément. Mais en tout cas, je suis d'accord, il aurait été plus exploité, que ça aurait pas desservi le film. Pas forcément plus de temps à l'écran ou quoi, mais plus que le personnage, on ressent plus son impact sur l'intrigue et son côté justement demi-dieu. Bah, techniquement, il l'a dans le sens où il est le fabricant des, des nouveaux réplicants, et aussi c'est le fabricant de Joy, donc l'hologramme, la femme holographique de Ryan Gosling. Mais du coup, non, enfin, je trouve qu'il est extrêmement présent, et en fait, justement, son absence justement pèse dans... J'ai pas ressenti en gros le poids du personnage. Ah ouais, moi aussi. Ouais, bah tu vois, c'est une question de ressenti peut-être. Juste sa présence est ultra pesante. Ouais, les quelques scènes du coup il est là sont vraiment fortes. Notamment une avec Harrison Ford sur la fin qui est ouf. Et mention spéciale aussi à Harrison Ford qui sort un grand jeu sur cette séquence-là et quelques autres avant. Il est beaucoup moins décevant que dans Star Wars 7. Bah dans Star Wars il était là vraiment pour du fanservice. Pour finir quoi. Pour et dire, oui, allez, pour salut. finir. Après il jouait juste, y a pas de souci, spoiler. mais je sais que t'apprécies moyen son perso déjà de base. Oui, Han Solo. Solo, Et là dans Blade Runner, il apporte vraiment quelque chose et on sent que ça lui faisait limite plus plaisir de faire ça que de faire Star Wars où il était en mode complètement. Bon, faites votre truc et voilà, fanservice. Là, il y a une vraie raison. Si on parlait un petit peu musique. Oui, si tu veux. Juste la musique de Blade Runner, le premier c'était Vangelis, et là ça a été repris par... Et non pas Evangélie. Et pas Evangelis, ça serait pas du tout la même chose, ni Evanescence. Mais du coup, ça aurait été cool. Ça aurait été dark. Daredevil, non. Et du coup, là, c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer, très grand compositeur, qui là nous resserre quelque chose de très référencé. On reconnaît le thème. Très Blade Runner. Très Blade Runner. C'est ça qui est cool. Avec une instrumentalisation un petit peu plus moderne qui... est cool en fait au final, parce que s'il avait vraiment que repris le thème sans vraiment l'arranger, ou qu'il aurait mis trop à sa sauce, ça aurait été un peu dommage. Non, là il a fait un beau taf d'adaptation justement à l'héritage musical de Blade Runner, parce que pareil, Blade Runner, t'entends deux notes de la musique, Blade Runner, enfin ça a tellement marqué le genre. Ben, on se souvient de la musique, et il y a plein de films où on ne se souvient pas de la musique, et je trouve ça dommage, alors que là elle nous marque, et elle nous marque pas juste on entend la musique, oh c'est cool. Juste, elle va avec le rythme visuel, avec les images, avec les couleurs. C'est pour ça, moi perso, j'étais moins marqué par la musique que toi. Parce que pour moi,
elle tombait toujours au bon endroit au bon moment. Et elle m'a pas forcément choqué. Mais oui, je m'en souviens. Et quand elle apparaissait, c'était complètement efficace et ça servait complètement le film. En fait, je pense je suis complètement d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais moi, elle m'a aussi marqué dans le sens où, des fois, elle n'est pas là, et alors, je vais m'expliquer, c'est qu'il y a des scènes, notamment de combat, il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs. Je pense que toutes les scènes d'action sont dans les bandes annonces. Mais du coup, ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est, par exemple, dans des scènes de combat silencieuses, qui ne sont rythmées que par le bruit des combats, nous ça donne un côté plus viscéral. Et que du coup, même tout au long du film, il n'y a pas forcément tout le temps une musique d'ambiance en fond, et que du coup, quand il y a une musique qui tombe en lien avec la mise en scène, avec le cadrage, avec un visuel, là, boum, elle est beaucoup plus forte. Ouais. Et genre j'étais... C'est un film qui sait ménager aussi son silence, et ça c'est bien. Il y a une scène notamment d'explosion à Las Vegas, où il n'y a pas de musique, et il y a un taf de sound design de ouf, sur genre 15 secondes. Et là, j'étais wow, c'était plutôt pas mal. Maîtrisé. Ouais. Du coup, parlons de... Alors, c'est difficile de pas spoiler, ouais. Mais en gros, donc le personnage principal, c'est Ryan Gosling. Ça, on vous spoil rien. Mais ce qui va être intéressant dans ce film, c'est la façon dont il évolue et sa quête, en fait. Là, je trouve que ça se renouvelle dans ce qu'il recherche. Complètement. C'est compliqué de pas pouvoir en dire plus. Non, mais c'est bien de rester vague, mais... il évite le piège de tomber dans les tropes, dans les codes du genre. Mais justement, il évite la facilité de « Oh, est-ce que je suis humain ?» Ouais, voilà. Et « Oh, est-ce que je suis un robot ?» Non, voilà, il va... Il y a plus que ça et c'est vachement parce que le monde de Blade Runner, on l'a dit, il y a très peu d'humains. Du coup, encore plus maintenant. Voilà, encore plus 30 ans après le premier Blade Runner. Oups. Du coup... J'ai tapé la table. Désolé. Du coup, on a des personnages réplicants ou androïdes, ou même synthétiques, tout simplement, qui ont conscience de leur statut, sont ok, et vont pas s'emmerder à se poser des questions existentielles, mais vont avoir des questions beaucoup plus personnelles. Ça va amener des réflexions plus intéressantes sur pas ce qui fait l'humain, mais ce qui peut constituer une personne, un être. Que ce soit un humain, c'est ça en fait. C'est que dans la SF ou même dans l'univers de Blade Runner, il y aurait ce délire de se poser la question, comme tu dis, est-ce que je suis un humain, est-ce que je suis un robot, ça importe vraiment que voilà machin et tout. Là, pas du tout. C'est vraiment. C'est assez rafraîchissant d'avoir des personnages robots qui. Ouais, ok, je suis un robot. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'on s'en fout que ce soit un robot ou un humain. Et c'est ça qui peut soulever des thèmes intéressants sur l'être, la vie humaine. Voilà. C'est de se dire que là, il s'en fout, il se pose des questions plus sur. Oh, putain, je peux pas spoiler. Il se demande pas qu'est-ce que je suis. Il se demande. Ouais, on va arrêter là. Enfin, vous avez compris. Non, mais c'est-à-dire que. Ouais. Là-dessus, il m'a agréablement surpris et. Il a une maturité par rapport au genre qui fait plaisir à voir. Tout ça soutenu par une technique, une production maîtrisée de A à Z. L'image, le cadrage, la mise en scène, le jeu des acteurs, j'en ai vu aucun sur le côté, de côté. La musique. Robin Wright aussi, on en a pas encore parlé, mais elle a un rôle très cool et j'adore cette actrice. Excellente. Moi, mention spéciale à Ryan Gosling, qui souvent est un petit peu décrié comme un acteur qui n'a pas d'expression. Là, en même temps, ses rôles le demandent et il en a. Alors, c'est juste qu'il joue dans la retenue. Oui, voilà. Et c'est du conflit interne et il le représente super bien. Et là, pour le coup, je trouve qu'il maîtrise son jeu de A à Z. Dave Bautista en tant que catcheur. Après, on le voit peu, il est qu'au début. Mais il est là. Et il est là, il est bien classe. Bravo mon gars. Avec ses petites lunettes, il est magnifique. Ouais. Et même Harrison Ford, enfin bref, tous les acteurs sont là. Et en gros, on peut en finir sur Denis Villeneuve. Ouais, c'est ça qui est ouf, c'est que là on parle du film en tant que suite de Blade Runner, ce qui n'était pas facile. En plus, le film trouve vraiment sa place dans la filmo de Villeneuve en termes thématiques humaines et de civilisation et en termes de réal, parce que après Blade Runner se prêtait vachement bien à son style aussi, puisqu'il a justement ce style très froid où il va donner des coups d'éclat visuels qui vont mettre une claque. Dans Enemy il fait ça, dans Prisoners aussi, dans Sicario, dans Premier Contact. Tu trouves une rythmique un peu en
en une chaîne de montagne où il y a peu de montagnes, mais quand elles sont là, tu les prends bien dans la gueule. Ouais, tu vois. c'est ça. C'est très nul comme image, Non, mais mais voilà. c'est exactement. Et du coup, ça colle vachement au rythme assez lancinant de Blade Runner. Et je rajoute une mention spéciale aussi pour Sylvia Hoeks. Je sais pas comment ça se prononce. Sylvia Hoeks. Hoeks. On Ouais. vous l'écrira. Ouais. Qui interprète Love, l'antagoniste du film, L'assistante de Jared Leto. l'assistante du personnage de Wallace, ouais, donc interprété par Jared Leto, et qui je trouve a une progression et une interprétation super juste, et Ouais. Ouais. qui m'a assez impressionné. Elle me fait penser à la Rachel de Blade Runner un petit peu. Ouais. Oui, oui. Un petit peu, je trouve. Un peu Donc d'accord. voilà. Sans le costume taillé des années 80, quoi. Ouais. Et sans le hibou à côté. Ouais, ça c'est dommage, il n'y avait pas de hibou. Il n'y avait pas de hibou. Ouais, je me casse. Mais il y avait un super chien, Oui. trop mignon. Très mignon. On va conclure. Oui. Il est temps, puisque c'est ce que font les critiques, de donner une note à Blade Runner 2049. Exact. Tu lui donnes donc combien de René Descartes? Je lui donne. Oh, putain. 85 René Descartes. Pas mal. Je pense que je vais lui en donner. Je suis peut-être un peu plus contrasté que toi. Du coup, je pense que je vais lui en donner juste 222. Pour Ah. rester sur une. Ouais, bah oui. Tac, 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 c'est carré, 222. Voilà. Ouais, c'est vrai, très bien. Non, moi, c'était l'instinct à chaud, tu vois. Ouais, je comprends. Complètement subjectif. Je comprends. Et du coup, pour notre part, c'était notre première vidéo sur la chaîne. Oui. Donc, C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule vidéo sur la chaîne. Oui. Après, si évidemment vous avez des conseils, des remarques, Oui, n'hésitez pas, hein, on est n'hésitez ouvert, pas, on est open oui. bar. Toute critique, qu'elle soit positive ou négative, si elle est constructive, Elle est intéressante et positive. claquez, je vais vous défoncer les oreilles. Pardon. Du coup, ne faites plus jamais ça. Ouais. On vous embrasse. À très bientôt. Oh putain, je m'attendais pas que tu sois si près.